if you became a fool and fell in C'est bon? Ouais, ok. Bonjour à toutes et à tous. Hubert Vialat, journaliste, je suis journaliste économique, je travaille entre autres pour Les Échos et j'ai le plaisir là d'animer cette conférence débat sur le thème « Aménager sans isoler, dessiner une ville plurifonctionnelle ». Nous sommes donc je rappelle les thèmes, hein, quand on parle de ville inclusive, pense-t-on à toutes les strates de la population? Point d'interrogation. Quelle place pour les minorités dans la ville de demain? Point d'interrogation encore. Et un autre point d'interrogation, comment aller plus loin que le concept de mixité sociale pour dessiner des quartiers portés par une vraie mixité des usages. Pour en parler avec nous, donc bon, c'est une table ronde pas très féminine, hein, désolé, on est 4 hommes, mais bon, c'est pas grave, la prochaine fois on fera mieux en mixité. Jean Frébault, bonjour monsieur Frébault, vous avez un parcours d'urbaniste et d'aménageur, vous avez été directeur des agences d'urbanisme de Toulouse et de Lyon, vous avez été directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'Équipement, vous êtes cofondateur du club Ville Aménagement, dont vous êtes membre actif, le club Ville Aménagement qui est au niveau national, qui est bien représenté ce soir avec aussi Christophe Pérez qui est son vice-président, je crois, et Éric Bérard qui est ancien directeur de la SERM et qui est son ex-président. Et Monsieur Frébault, vous présidez le conseil de développement du Grand Lyon, une instance participative où il a beaucoup été question de précarité dans la ville. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre du même club, co-auteur. Vous êtes aussi donc le co-auteur d'un livre du club Ville Aménagement, Aménager sans exclure, faire la ville incluante. Bon, on est vraiment dans la thématique de ce qui nous réunit aujourd'hui. À votre gauche, Mamed Bellandouz. Bonjour monsieur Bellandouz, vous êtes directeur général du CCAS de Montpellier et directeur général des services adjoints de la ville de Montpellier et de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole. Et Laurent Villaret. Bonjour monsieur Villaret, qui a les bras croisés mais qui va être très actif. Non, je plaisante, non mais c'est de l'humour, hein, c'est de l'humour. Qui est président de la Fédération des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée, les promoteurs bien sûr qui jouent un rôle déterminant dans l'aménagement d'une ville avec le moins d'isolement possible. Donc je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux hein, avec le hashtag Pensez la ville, pensez PENSER. Alors quand on fabrique la ville, pense-t-on vraiment à toutes les strates de la population? Moi je préfère qu'on fonctionne un peu par des questions thématiques et puis chacun d'entre vous répond en fonction de ses inspirations du moment plutôt qu'on fasse des interviews en silo, c'est plus sympa de faire comme ça. Pense-t-on vraiment à toutes les strates de la population? Monsieur Frébault, vous avez créé un article qui s'appelle « De la mixité sociale à l'hospitalité » dans lequel vous rappelez que tout le monde, bien sûr, enfin tout le monde ou quasiment tout le monde défend la mixité sociale, tout le monde trouve ça très bien, mais en même temps, c'est pas parce qu'on a du logement social dans un quartier qu'il y a forcément du vivre ensemble. Pour faire simple, hein, je résume, mais je résume volontairement. Oui, quand on a lancé ce chantier qu'on a appelé ville incluante, enfin ville inclusive, ville incluante, c'est très voisin. L'idée d'incluante, c'est le contraire d'excluante. Hein, bon. Parce que la ville, elle peut aussi exclure, elle est traversée par des courants contraires. Quand il y a eu cette crise de 2008, on a été un certain nombre d'aménageurs au sein du club à voir que la précarité s'aggravait dans les villes et on se disait, est-ce que nos opérations, nos projets prennent en compte toutes les catégories de population, y compris les plus fragiles, les plus modestes, celles qui sont en situation d'exclusion. Et souvent, nos projets, on les vend sur une image qui prend faiblement en compte, pour ne pas dire pas du tout, ces populations. Il faut rajouter qu'on observe dans les principales métropoles françaises, hein, comme en Europe, des phénomènes
qui contribuent aussi à cette exclusion, la montée des prix fonciers, la gentrification d'un certain nombre de territoires, qui déclassent en même temps d'autres territoires. Parfois, nos opérations y contribuent parce qu'elles donnent de la valeur à des territoires, ce qui est très bien, mais peut aussi avoir des effets pervers en termes de valeur foncière et immobilière. On exclut les pauvres qui doivent quitter ces quartiers. Au niveau, que ce soit en termes de prix d'accession ou de location, le logement n'est plus abordable dans un certain nombre de quartiers. Donc, toutes ces considérations nous ont beaucoup interrogés sur ce qu'on pouvait faire pour essayer de contrer ces processus qui sont très lourd. Bon. Alors, puisque vous parlez de la mixité sociale, moi je défends la mixité sociale comme je pense tous les gens ici. Il faut être très conscient que même si elle est maintenant elle est dans la loi SRU, elle a fait évoluer un petit peu les concepts, on est dans une société traversée par des fractures, le besoin d'entre-soi, la peur de l'autre. Il y a eu des enquêtes qui ont montré en France qu'on a aussi peur des pauvres, on a peur de l'étranger, pas au sens uniquement de migrants, mais l'étranger c'est l'autre. Bon. Donc cette question de la mixité sociale, elle suffit pas toujours. La mixité sociale, moi je dis, c'est un filet à grande maille. On dit 25% de logements sociaux dans une commune, mais dans un quartier, dans une opération nouvelle, ça peut être beaucoup moins, ça peut être beaucoup plus dans d'autres quartiers. Quand on a construit 25% de logements sociaux, c'est pas forcément des logements pour les plus précaires, les plus pauvres. Et la mixité sociale, c'est un combat parce que dans certains quartiers, c'est très difficile. Par exemple, créer des logements pour catégorie moyenne dans les quartiers très populaires. On sait très bien que c'est difficile. Donc, je pense qu'il faut qu'on essaye, nous aménageurs, quand on fabrique la ville, aller un peu plus loin, comme vous l'évoquiez, la mixité sociale, c'est juxtaposer différentes catégories, c'est pas forcément créer du lien entre elles, créer du lien social, donc il faut des lieux, on va peut-être en parler tout à l'heure, qui permettent de développer ce lien dans nos cités. Ok. Mohamed Belhamdouz, à Montpellier, je crois que vous avez réalisé un diagnostic, une espèce de thermomètre social. Vous pouvez rappeler le process et puis ce que ça a donné aussi, les conclusions de ce diagnostic. Alors le process, avant tout, peut-être expliquer que le Centre communal d'action sociale est un établissement public municipal dont le président est le maire et qui a dans ses priorités de définir ce qu'on appelle une analyse des besoins sociaux. Essayer d'explorer le territoire et de voir ce qui s'y passe à travers un certain nombre de critères sociologiques, critères d'âge, critères démographiques. Et on a pu réaliser ce travail en 2017 sur la base de chiffres, une évolution des chiffres entre 2008 et 2013, et effectivement qui explicitait assez clairement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire une ville très attractive, une ville très jeune, une ville avec une croissance démographique assez hallucinante. Si on regarde l'évolution des villes comparables à Montpellier, normalement, depuis les années 60, Montpellier devrait avoir 100 000 habitants de moins. Donc on voit la fulgurance de cet accroissement démographique et de fait qui a eu un impact sur l'approche sociale. Montpellier a aussi ses difficultés. C'est un territoire où nous avons beaucoup de familles monoparentales, par exemple, surreprésentées par rapport à des moyennes nationales. 38% des familles sont des familles monoparentales et malheureusement, parmi ces familles-là, un tiers sont sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas parce qu'on est une famille monoparentale que l'on va avoir des difficultés. Pour autant, il y a un certain nombre de critères de vulnérabilité qui se cumulent et qui laissent à penser qu'il peut y avoir des difficultés. Nous avons après une ville plutôt jeune. On est à 38% d'une population qui a entre 20 et 39 ans. Mais là aussi, un corollaire où nous avons à la fois des activités de pointe, une ville étudiante, une ville dynamique, mais aussi des jeunes en difficulté, sans qualification, avec peu de qualification. Et là, je rejoindrai du coup ce qui vient d'être dit à travers un impact particulier, territorialisé, notamment dans les quartiers politiques de la ville, où nous avons des taux de chômage bien plus supérieurs que les taux de chômage sur le reste des quartiers, sur le reste du département et évidemment sur la région et le national. Voilà, donc l'analyse des besoins sociaux montre un effet très positif de développement, d'accroissement, d'attractivité, mais elle montre aussi un certain nombre de difficultés qui sont liées pas spécifiquement à Montpellier, mais j'y reviendrai un peu plus tard, sur cette notion de parcours de vie et du rapport qu'entretient la ville de Montpellier avec son territoire métropolitain. Mais j'y reviendrai après, parce que la ville de Montpellier est une ville, finalement, c'est un grand CIAS,
sur l'ensemble du territoire métropolitain, et je l'expliquerai vraiment sur les trajectoires résidentielles notamment, mais aussi sur les parcours de vie. Il y a 12 quartiers politiques de la ville, hein, ça. Oui, on est une ville qui a le plus, qui a deux originalités, si je peux m'exprimer ainsi, qui a 12 quartiers politiques de la ville, c'est assez conséquent, 20% de la population, et ça représente sur le département de l'Hérault, par exemple, 50% de la population vivant dans les quartiers politiques de la ville. Donc c'est à Montpellier. Et le deuxième élément, c'est assez rare de voir la concentration des quartiers politiques de la ville sur une aire d'agglomération métropolitaine concentrée uniquement sur la ville-centre ou la ville-territoire. Mais ce que le diagnostic a montré aussi, c'est que de plus en plus, vous voyez que les trajectoires sont de moins en moins plutôt linéaires. C'est ça ce que vous... Alors c'est une évidence, il a été abordé tout à l'heure le terme d'inclusion. Aujourd'hui, la frontière entre une insertion réelle et un risque de rupture dans son parcours de vie, la frontière est très faible et très fine. Aujourd'hui, on se rend compte que même quand on parle de catégories de publics en précarité, on parle des jeunes non qualifiés, on parle des familles, des travailleurs pauvres, etc. Je pense qu'on a quitté cette catégorisation, en tout cas on la quitte de plus en plus, parce que les parcours de vie ne sont plus linéaires. On se rend compte que par exemple, sur des aspects très classiques, sans rapport forcément à la précarité, un couple qui, avec enfants, vit sur Montpellier, va quitter Montpellier lorsque les enfants ont 5-6 ans pour aller s'installer classiquement dans un pavillon sur l'aire métropolitaine. Sauf que les statistiques interviennent, les divorces provoquent une séparation de couple et un retour de 2 personnes en demande de 2 logements, avec un foyer avec 2 fois moins de revenus. Donc finalement, on absorbe la difficulté, qui n'est pas forcément une précarité nette, j'allais dire, mais là, en l'occurrence, la ville sert de refuge parce qu'on vient chercher les modes de garde, parce qu'on vient chercher la mobilité, parce qu'on vient chercher le deuxième emploi qui est nécessaire et dont on n'avait pas besoin finalement lorsqu'on était sur la métropolitaine. Donc il y a un va-et-vient constant. Et je rappelle assez souvent que 50% des actifs sur la ville de Montpellier ne vivent pas à Montpellier. Donc il y a aussi ce flux constant lié directement à l'activité professionnelle. 150 000 actifs et 75 000 concernés par des mouvements pendulaires. Concernés par des mouvements pendulaires. Ouais. Voilà. J'ai pris l'exemple d'un couple, je pourrais prendre l'exemple de personnes âgées qui ne peuvent plus entretenir leur maison et qui reviennent sur la ville-centre pour toute une série de services, notamment liés au vieillissement, mais aussi les personnes âgées dont le conjoint décède et qui reviennent du coup aussi avec des moindres revenus. Donc on se rend compte que c'est pas aussi linéaire et que finalement on est sur des temps de vie qui s'allongent, mais aussi sur des parcours de vie qui oscillent. Ok. L'exclusion, l'isolement, Laurent Villaret sur le... Jean Frébault en parlait déjà un peu tout à l'heure, il peut y avoir la peur de l'autre qui fait exclusion, enfin qui crée une exclusion, c'est un peu psychologique. Vous, en tant que promoteur, il y a aussi évidemment ce qui fait l'exclusion, bon, il y a aussi le pouvoir d'achat des ménages. Pour réagir à ce qui a été dit, le prix du logement en France et en Europe en tout cas, c'est la France est le pays qui taxe le plus le logement. Alors, quand vous parlez de taxes, vous avez dans un bilan d'opération divers postes, vous avez évidemment le foncier qui est passé de 12 à 20% à peu près aujourd'hui, peut-être un peu moins. Vous avez évidemment une masse de coûts travaux pour réaliser la construction et des honoraires, bien sûr, pour payer tous les hommes de l'art qui viennent se greffer au projet. Mais vous avez des droits de mutation, vous avez 20% de TVA. Donc quand un particulier achète un appartement, rien que le moment où il achète, il a 20% de taxes. Voilà, donc le logement est un produit qui est un bien de première nécessité et qui est en fait un produit très taxé. Donc, vous en parliez tout à l'heure. Effectivement, le prix du foncier augmente. Effectivement, il y a une contraction du marché. Il y a un effet de métropolisation. On est dans un territoire qui a des contraintes environnementales. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on voit le logement comme un produit à taxer. Donc, si on devait se demander... finalement faire le rapport entre le pouvoir d'achat et le fait même que le logement est un bien de première nécessité, la vraie question elle est un peu là, quoi. Qu'est-ce qu'on perçoit? Puis on perçoit un peu le logement comme un produit financier encore aujourd'hui, puisque finalement quand vous achetez un logement, le seul moyen que vous avez de défiscaliser, c'est de l'acheter pour investir. C'est votre voisin qui achète pour habiter en résidence principale, il n'a pas de franchise de TVA, ça n'existe pas tout ça. Donc quand on veut
parler de mixité dans les quartiers, la première question à se poser, c'est quoi la raison d'être du logement, quoi. Moi, quand je vois défiler les masses financières quand on construit un immeuble, je perçois pas cette. Je parle, c'est plus le point de vue de l'État. Hein. Je perçois pas, voilà. Et quand je reviens à ce que tu me dis, est-ce qu'on oublie les strates de la population et quand on parle de mixité sociale, pour moi, à quel endroit on est déjà par exemple, enfin. Si on prend mon exemple, moi je suis né à Montpellier, j'étais à l'école du Petit Bar. On en parlait l'autre jour, toi aussi tu as été dans un quartier un peu populaire au départ. Ce que je pense, c'est que la mixité sociale, quand on conçoit du quartier, le premier élément de base au-delà d'un PLH et d'un PLU, c'est comment est étalée la mixité sociale de l'existant déjà. Selon moi, il faut toujours une bonne dose sociologique pour qu'un quartier soit dans la meilleure mixité. Alors après, la dose de chacun des produits immobiliers, c'est juste un point de départ. Effectivement, après, il y a les usages qui font qu'il y a du lien ou pas, ou il n'y a pas de lien entre les populations. Si on prend un nouveau marché qui s'ouvre pour nous, opérateurs immobiliers, je reviendrai sur ta question après, parce que je voulais en parler, c'est la rénovation des copropriétés. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'ANRU, par exemple la Payade, finalement, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il faut injecter des milliards pour rénover ? Je pense que oui. Mais la vraie question, quelle est la dose sociologique qu'on veut pour ce quartier une fois rénové ? C'est ça. Donc, quand on parle d'exclusion, de peur de l'autre, c'est pas le sujet. Pour moi, il faut le meilleur mix possible de revenus, de déciles dans un quartier. C'est ce qui fait qu'il est équilibré, quoi. Et après, le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas que la mixité sociale. Aujourd'hui, on est dans une métropole, donc je pense que les habitants résonnent autant dans le quartier où ils vont habiter, en termes d'équilibre, de rapport à l'autre, de rapport à la ville, que par leur distance au lieu de travail. La mixité sociale, c'est aussi quelle est la composante de locaux, d'entreprises qui viennent héberger les populations qui sont dans nos territoires. Pour moi, c'est aussi important que l'habitat. Alors, effectivement, Montpellier s'est construit autour de Montpellier-la-Surdouée, le soleil, le territoire exceptionnel, qui est toujours aussi attractif. Donc ça, pas le sujet. Mais la vraie question pour le futur, c'est se demander quel est le rôle de l'entreprise, du rapport au temps de travail. C'est pour ça que les formes immobilières, dans les actes qui sont faites aujourd'hui, elles convergent pas mal. Voilà. L'enjeu du logement abordable, est-ce qu'il est suffisamment abordé en fait, la question, oui, effectivement, aujourd'hui, c'est pas vraiment le logement social ou les offices fonciers solidaires qu'on veut créer. C'est plutôt quel est le prix d'un logement adéquat. Le logement abordable, effectivement, c'est je pense un très bon dispositif qui a été d'ailleurs développé ici dans les premières métropoles en France. Ce que je pense, c'est vraiment la vraie question, c'est quel est le prix adéquat du logement et comment on le construit, quoi. Le logement abordable, c'était un signal pour dire où il y a un problème sur le prix du logement. Il faut essayer de. En gros, ça cible les ménages qui sont au-dessus des critères des logements sociaux, mais qui peinent à pouvoir acheter des logements dans le neuf qui tournent autour là de 4300 ou 4400 euros du mètre carré. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est le logement, quoi ? Quel est le rapport au logement ? Est-ce que c'est un produit de première nécessité ou pas ? Aujourd'hui, et quelle France on veut ? Est-ce qu'on veut une France de locataires ou une France de propriétaires ? Aujourd'hui, je répète, le logement est le produit en Europe, en France, le plus taxé. Rien que la TVA, c'est 20%. Vous achetez un logement neuf, le seul moyen que vous aviez d'avoir une incitation à acheter, c'est pour faire de l'investissement. Moi, je pense qu'il faudrait avoir aussi une incitation pour ceux qui veulent se loger en résidence principale. Il y a de moins en moins de construction de grands appartements aussi pour les familles. Enfin, dans le neuf, en tout cas, une famille qui veut acheter un appartement peut le faire, bien sûr, mais ce sera plutôt dans l'ancien. Ça dépend. Enfin, c'est pas une volonté des constructeurs que nous sommes, des promoteurs que nous sommes, de vouloir compacter les logements. Si on les a compactés, il y a deux raisons. C'est de la dynamique de marché qui se tend et qui s'éloigne du pouvoir d'achat, forcément. Et la deuxième raison, c'est parce que quand vous achetez un logement compact, il est toujours plus rentable pour un investisseur. Et comme les incitations vont toujours vers les investisseurs et pas assez pour moi vers la résidence principale, en tout cas, il ne devrait pas y avoir que l'investissement, on a tendance à compacter. Sauf
dans les quartiers maîtrisés par des aménageurs publics, comme par exemple la CERM ici, qui nous aident à réguler, à pousser vers la résidence principale. Et ça, il faut que ça perdure. Ok. Sur ce qui fait, on a pas mal déjà parlé de ce qui fait qu'un lieu exclut, qu'une ville peut exclure, sans le vouloir d'ailleurs, sans le vouloir forcément. Enfin, c'est des choses qui se mettent en place peut-être de façon insidieuse au fil du temps, aussi de façon positive et plus optimiste, parce qu'on est là pour tracer des pistes d'avenir. Qu'est-ce qui peut faire inclusion ? Si je me permets cette expression, Monsieur Frébault, est-ce que vous pouvez décliner le concept d'hospitalité que vous exprimez assez longuement dans l'ouvrage que vous avez co-écrit, donc comment faire vivre ce concept d'hospitalité et en quoi consiste-t-il dans les villes de demain ? Oui, alors dans cet ouvrage et aussi dans les débats qu'on a eus au Club Ville Aménagement, on s'est dit fabriquer la ville est un des leviers pour lutter contre ces phénomènes de fracture, d'exclusion, etc. La mixité sociale en est un, bien sûr, mais mes voisins en ont parlé. Mais nous pensons qu'il faut injecter beaucoup plus de valeurs humanistes dans nos métiers. Alors, qu'est-ce que c'est les valeurs humanistes ? Je donnerai des exemples. Dans notre société, marquée pour une part par le rejet de l'autre, la peur aussi, ça peut être la tolérance, la solidarité, la bienveillance. On s'est arrêté sur le concept d'hospitalité parce qu'il nous paraît assez transversal. Et l'hospitalité, ça peut être le fait de personnes privées, d'individus, de collectifs, mais la ville aussi peut contribuer à l'hospitalité, elle peut créer des lieux hospitaliers, elle peut aménager des lieux qui incitent à des comportements hospitaliers. Alors, un mot sur l'hospitalité, c'est quoi l'hospitalité ? Bon, il y a une définition qui est simple, qui est prendre soin de l'autre. Tous ceux qui ont écrit sur l'hospitalité, je pourrais citer Anne Gottman, Isaac Joseph, Jacqueline Kellen, Fabienne Brugère, Mathieu Berger, Cyril Hanap, que vous devez accueillir, je crois, ce soir, mais même on m'a dit qu'il avait un petit empêchement, qui a fait un très beau travail sur la ville accueillante. L'hospitalité, c'est une valeur que nous héritons de notre civilisation, par exemple de la Grèce antique. Les religions comme les religions chrétiennes ou l'islam la mettent fortement en avant. Et on l'a peut-être un petit peu oublié par les temps qui courent. Et un des points importants, c'est l'idée de réciprocité. Le mot hôte a deux sens. C'est celui qui accueille et celui qui est accueilli. Ça veut dire donner et recevoir. Donc, comment concevoir des lieux qui portent cette double idée. C'est aussi considérer que les personnes fragiles, c'est pas seulement des personnes à problème, c'est des personnes ressources qui peuvent apporter quelque chose. Moi, je connais des associations, par exemple, comme Habitat Humanisme, où vous avez des bénévoles qui sont qui sont très engagés parce qu'ils sont très motivés par ce côté échange et enrichissement du contact avec l'autre. Alors, l'hospitalité dans l'urbanisme, c'est un mot un petit peu nouveau pour les urbanistes et les aménageurs. On n'est plus familier de concepts comme la mixité sociale, etc. C'est inventer des lieux, il en existe déjà. Moi, je connais bien Lyon, mais il y en a à Montpellier. Bon, ça peut être des lieux culturels, des centres sociaux, etc. C'est beaucoup l'espace public. Alors, l'espace public peut exclure ou peut au contraire inclure. Ça peut être des équipements. Peut-être je dis un mot d'une expérience qui me paraît intéressante à Lyon, là, d'un opérateur qui s'appelle Habitat Humanisme. Je crois qu'il est bien connu à Montpellier aussi. Habitat Humanisme, avec qui les aménageurs lyonnais travaillent, développe des centres d'hébergement pour personnes fragiles en difficulté, que ce soit des familles ou des personnes isolées. Il développe des résidences intergénérationnelles où les étudiants ont un loyer un peu plus faible pour aider des personnes âgées en difficulté qui sortent de l'hôpital. Il y a un concept là qui se développe qui s'appelle les escales solidaires, qui a commencé par un bistrot qui s'appelle le bistrot des amis. Le bistrot des amis, il est dans le quartier de la Guillotière et des personnes
précaires peuvent venir dîner la plupart des soirs de la semaine pour 2 €. Et le Habitat Humanisme fait appel à la banque alimentaire pour vraiment serrer les coûts. Tous ces lieux fabriqués par Habitat Humanisme sont dans des quartiers équilibrés, voire un peu gentrifiés, pour que les personnes qui les fréquentent soient au contact de l'ensemble de la société. C'est pas toujours facile, hein, parce que vous avez des riverains qui disent « Oh là là, Habitat Humanisme va me faire une opération, ça va dévaluer mon patrimoine. Hein, ». Bon. Et puis petit à petit, quand ils font connaissance, les gens qui habitent ces résidences invitent les gens du quartier à déjeuner, ils font connaissance et les choses s'apaisent beaucoup. Alors moi, je pense que à travers une expérience comme ça, là, je sais qu'Habitat Humanisme à Montpellier, pourrait peut-être en parler, fait des choses aussi tout à fait intéressantes. Je connais bien Bernard Devers, le président de ce mouvement. Voilà, je voulais citer cet exemple, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres exemples. Le rôle de l'urbanisme temporaire, par exemple, le rôle de lieux culturels comme celui où nous sommes aujourd'hui, peuvent beaucoup contribuer aussi à la fabrication des lieux d'hospitalité. Les grands voisins à Paris. Les grands voisins, oui. Les grands voisins, c'est un exemple parisien qui est un peu emblématique. Les grands voisins, c'est un ancien espace d'hôpital qui est l'hôpital, comment il s'appelle déjà, Saint-Lazare, Saint-Vincent-de-Paul, près d'Enfer-Rochereau, qui est promu à une grande opération d'aménagement. Et l'aménageur a accepté pendant quelques années de louer par des conventions tout à fait juridiquement bordées, à un certain nombre d'associations qui... 250 associations en tout, ouais. Oui, mais il y en a qui accompagnent, il y en a une qui est marseillaise, qui s'appelle Yes We Camp, il y a Aurore. C'est des associations qui savent notamment animer des lieux de ce type à travers notamment des activités artistiques, culturelles, festives. C'est aussi des associations qui savent accueillir, par exemple, des personnes qui sont hébergées temporairement dans un parcours d'insertion, qui sont très fragiles. C'est le cas au Grand Voisin. Et ils s'y créent avec tous les habitants du quartier une espèce de mélange assez étonnant. Et je pense que cette opération Grand Voisin, effectivement, on en parle parce qu'elle est peut-être parisienne, mais je peux vous dire qu'il y en a à Lyon, il y en a dans d'autres villes, à Montpellier, à Toulouse, etc. Elles sont le germe peut-être d'une autre façon d'imaginer ce que peut être l'urbanisme. Et le message qui me peut faire passer, c'est qu'il faut que dans la ville, on imagine qu'il y a des lieux qui sont des lieux provisoirement inoccupés, qui peuvent être des friches comme ici, qui peuvent être des rez-de-chaussée avec des dents creuses, qui peuvent être des écoles désaffectées, des friches industrielles, etc., qui sont souvent très bien situées et sur lesquels on peut imaginer que se crée cette espèce de mixité, ce mélange de différentes catégories de population qui manque très souvent. Donc il y a un espèce d'appel à diversifier la manière de fabriquer la ville dont nous sommes porteurs dans cet ouvrage. Et par exemple, regardez le micro, j'avais une question, parce que là vous prenez des exemples vertueux, bien sûr, mais en même temps on voit quand même fleurir des concepts de résidence privée, sécurisée, avec clôture, puis on insiste bien presque sur le avec clôture dans la plaquette commerciale. Je dis pas vous, Monsieur Villaret, mais enfin ça arrive. C'est contradictoire, quoi. Enfin, c'est quoi l'urbanisme de demain? C'est plus les résidences sécurisées avec clôture ou c'est les lieux que vous décrivez? Enfin, il faut quand même savoir que les aménageurs publics ou même privés, ils fabriquent en gros 20-25% de la production de la ville en termes de logement, et que l'essentiel de la ville est fabriqué à travers des initiatives d'ordre privé, pas toujours régulées. C'est vrai, moi je connais des exemples, par exemple à Toulouse, où il y a beaucoup de résidences privées sécurisées. On m'a dit qu'il n'y en avait pas à Montpellier, qu'on était attentif à cela. Moi, dans la banlieue lyonnaise, on en a vu apparaître quelques-unes. Alors, on reproche parfois dans les quartiers populaires ce qu'on appelle le communautarisme, c'est-à-dire l'entre-soi. L'entre-soi entre riches existe également. Heureusement, c'est pas le cas général, mais je pense que nous devons être très attentifs. L'aspiration à l'entre-soi est pour une part légitime, mais elle ne peut pas être l'ingrédient principal d'une vie collective. Donc il faut aussi des lieux où les gens se rencontrent. Et je pense qu'il faut éviter de créer des clôtures dans la ville où on a tellement qu'elles soient physiques ou mentales. Okay. Laurent Villaret, ce qui fait inclusion, quand on prépare un projet immobilier comme vous, promoteur?
ce que je crois beaucoup, comme vous, à l'urbanisme temporaire, parce qu'on construit de plus en plus sur du tissu urbain qui est déjà existant. Ce lieu, il est génial, parce que non seulement c'est le témoignage du passé de ce quartier qui nous ouvre une hospitalité nouvelle avec une animation, c'est finalement un quartier que les gens vont s'approprier avant même qu'il soit recréé ou réinvesti, je ne sais pas comment on peut dire. Moi, j'ai une petite critique à faire là sur l'urbanisme jusqu'à maintenant. J'ai rien contre les urbanismes. Je pense que alors, si on oublie les clôtures alors effectivement, partout il y a des résidences ouvertes, des résidences fermées. On n'est pas non plus en Hollande, on n'a pas non plus les mêmes mœurs, on est en Méditerranée, c'est différent. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais en tout cas, on ne pourrait pas faire comme en Hollande, si c'est la question. Je crois beaucoup, par contre, aux centralités commerciales. Je trouve que l'urbanisme des nouveaux quartiers, depuis des décennies, quel que soit l'endroit, il y a eu énormément de réflexions, mais pas sur le rapport au commerce, le rapport à ces achats quotidiens. Je trouve qu'on a beaucoup étalé le commerce et peu créé de centralité dans les quartiers. Moi, je crois plus aux centralités. Je crois plus aujourd'hui à créer des commerces qui rassemblent dans des points moins nombreux, mais qui montrent des circuits courts, qui font vivre des expériences aux habitants, et c'est comme ça que les habitants se connaissent, se lient. À Montpellier, il y a des exemples, hein. Il y a une halle privée dans le quartier des Grisettes qui a ouvert il n'y a pas longtemps. J'y étais l'autre fois, ça avait ouvert il y a 2 jours, une jeune dame avec son bébé qui rentre. Enfin, l'appropriation est beaucoup plus rapide quand on fait vivre une expérience et qu'on crée un lieu d'achat tout en étant un lieu communautaire. Elle est inaugurée samedi, je crois, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, je crois que c'est samedi à 11h. Hein. Oui. Voilà, dans le quartier des Grisettes. Après, ce qui fait inclusion, c'est ce que tu as dit, c'est... L'identité aussi. Alors, c'est l'identité des quartiers, l'identité architecturale, ça perdurera toujours quand même, c'est bien normal, c'est pour ça qu'il y a des architectes. Après, c'est le rapport à la population existante. Montpellier a 80 000 étudiants. Je pense qu'il faut créer dans les quartiers de plus en plus de structures sportives. On en parlait d'ailleurs l'autre fois. Après, il y a des tests aussi. Et culturels. Culturels. Parce que si on dit que sport, non, je plaisante. Après, sportive et culturelle. Il y a aussi sur Montpellier et la métropole des résidences très intéressantes, notamment je pense à Castelnau-le-Lez, ou un nouveau quartier qui s'appelle Eureka, qui est développé par la CERM, où on a dans un même îlot des bureaux avec des startups et des entreprises, donc une granulométrie d'entreprises de la plus petite jusqu'à la plus grande. Et on a dans le mix d'habitants du logement social, du logement abordable, du logement haut de gamme et dans ce quartier spécifiquement du logement adapté au bien vieillir. Et nous, opérateurs qui suivons ce cahier des charges qui nous est donné par l'aménageur, trouvent ça intéressant parce que là, pour le coup, on crée des logements adaptés, par exemple, au bien vieillir, sans pour autant être des logements pour des personnes dépendantes. Et elles habitent dans un même lieu où on a des jeunes en primo-accession, donc on fait un mix intergénérationnel. Mais après, ça suffit pas. Il faut des structures de liaison dans les quartiers, donc des centralités commerciales, des structures de sport, etc. Je pense que ça suffit pas. La bonne dose d'habitants est importante, mais il faut aussi ce qui est en dehors du bâtiment. Mohamed Bellandouz, vous êtes formé en aménagement du territoire, hein, vous avez deux principes forts, c'est l'égal accès de l'ensemble des citoyens à tous les services, c'est ça, avec aussi une notion égal accès, puis une notion d'équité dans l'accès. Vous pouvez développer cette idée ? Alors, cette idée, elle est liée. C'est vrai que je ne suis pas du tout moi formé en travail social. Je suis aménageur du territoire, et puis mon parcours dans le service public territorial m'a amené à me pencher de plus en plus sur les questions de développement social urbain. Ce qui est intéressant de l'approche en matière d'aménagement du territoire, c'est qu'elle part de 2 principes. Le premier principe, c'est de dire on travaille pour l'ensemble des citoyens. Donc on est sur un principe d'égalité d'accès. Pour autant, on sait, et ça va revenir sur ce qui vient d'être dit, que ce n'est pas parce que vous posez un équipement public, un équipement culturel, un stade sportif, etc., même si vous avez œuvré à l'égal accès
à cet équipement, vous n'avez pas forcément œuvré à l'égalité dans l'accès. C'est pas parce que vous posez une médiathèque que l'ensemble de la population environnante va venir prendre des bouquins, s'informer, s'orienter, etc., etc. Donc derrière, automatiquement, et notamment là sur le domaine de la puissance publique, on a une obligation d'aller rechercher les plus éloignés, pour plein de raisons, pour des questions culturelles, sociologiques, sociales, etc. Et c'est là où nous devons nous faire très attention à ne pas se limiter au simple exercice urbanistique et être vraiment dans une préoccupation d'aménagement du territoire. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui nous réunit? Tout à l'heure, j'ai entendu, en arrivant sur la fin d'intervention, quelque chose qui est important pour moi. Vous avez évoqué sur ce qui guidait ce lieu, c'est des valeurs et des principes. Qu'est-ce qui guide notre mode de société? Quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes? Qu'est-ce qui fait sens? Si on veut travailler sur les notions de vivre ensemble, il est important, lorsqu'on aménage l'espace public, de pouvoir préserver des zones de contact, de lien, de centralité. Et c'est l'exemple qui, très récemment, on avait une opportunité d'un foncier, un équipement, une ancienne crèche. On s'est beaucoup posé la question avec mes collègues de l'urbanisme. Est-ce qu'on produit quelques logements, petite surface foncière, ou est-ce qu'on imagine un autre lieu? Nous étions à la lisière d'un quartier politique de la ville et d'un quartier plus gentrifié, je vais utiliser le terme de bobo. Et il se trouve que ce site-là est vraiment à mi-parcours. On a vu là une occasion de pouvoir créer un lieu qui répond à ce qui a été dit, un lieu de rencontre, un lieu de convivialité. Mais on est allé plus loin dans la démarche. Et c'est où? C'est à Figuerolles? C'est entre Figuerolles et les Arceaux, ouais. C'est la rue de Raparno, c'est une ancienne crèche. J'ai oublié le nom. Une ancienne crèche qui nous a permis d'aller tester une autre approche de l'accompagnement en matière d'insertion. On est allé avec des usagers. Les usagers ont participé à une première élaboration du site, du lieu, en nous disant on imaginerait bien l'accueil de ce type-là, on imaginerait bien des locaux de cette nature-là, on se verrait bien si on était accueillis de telle manière. Et on a créé toute une série d'activités qui nous permettent aujourd'hui, par ce lieu qui est ouvert, très ouvert, institutionnel, c'est un vrai lieu institutionnel, mais très ouvert, qui permet aujourd'hui à une grand-mère de passer nous voir en nous disant « je passe toutes mes journées seule, j'ai vu que vous aviez des ateliers cuisine, j'adore faire la pâtisserie, est-ce que je pourrais venir vous proposer de la pâtisserie ?» On travaille avec une association, Ripper Café, qui nous permet à la fois de travailler sur les notions de recyclage, surcyclage, au lieu de jeter des appareils par la réparation, mais on s'est rendu compte que finalement ça intéressait beaucoup de personnes précaires qui avaient un certain nombre d'équipements en panne et pour lesquels cette association apportait non seulement une réponse technique, donc la personne était contente de repartir avec sa cafetière, son micro-ondes, etc. réparé, mais surtout on avait créé des liens avec des anciens ingénieurs, avec des anciens techniciens et des personnes en recherche d'emploi. Donc je pense qu'en tant qu'aménageur, il faut se poser toujours la question de qu'est-ce qui fait sens au moment où on réalise des équipements. Et ça va sur l'ensemble des réalisations. Le CCAS gère 7 EHPAD. On a la chance d'avoir des EHPAD qui étaient des anciennes donations, très 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 anciennes, avec de magnifiques parcs. On est parti du principe qu'un EHPAD est certes une résidence pour personnes âgées, mais c'est avant tout un équipement public. Donc on a travaillé avec nos collègues du conservatoire. On ouvre les parcs des EHPAD en soirée, lorsque les beaux jours arrivent, aux familles et aux habitants des quartiers environnant des EHPAD. Et là, on a des soirées-concerts qui permettent à la fois aux résidents de pouvoir sortir, aux personnes qui n'accèdent pas forcément à des concerts, à l'opéra ou autre, de venir en proximité et de recréer du lien social. Tout à l'heure a été évoqué l'intergénérationnel. C'est primordial aujourd'hui, cette question-là. On est sur des sociétés vieillissantes. L'impact de l'isolement social des personnes âgées peut être très grave en matière d'aide médico-sociale, sans parler des coûts économiques, si je n'aborde pas cette question-là. On a une population étudiante à Montpellier, 70 000, 80 000, avec une partie en précarité. On a fait le choix de libérer les logements de fonction qui étaient plutôt grandes, des directeurs, et on a créé des colocations étudiantes. Ces étudiants ont des appartements pour un loyer assez symbolique. En contrepartie, ils donnent 3 heures par semaine de leur temps. Et là, on a des étudiants en musicothérapie, des futurs travailleurs sociaux. On a tellement de profils et on sent qu'ils donnent réellement. Ils ne doivent pas. Ils donnent, ça leur fait plaisir, et surtout ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est l'impact de ce qu'allaient donner les résidents auprès de ces étudiants, l'échange qui s'est créé. Donc voilà, pour conclure, en tant qu'aménageur, on doit trouver, lorsqu'on a une opportunité, on doit redéfinir ce qui fait sens
au moment de l'installation ou de la création d'un équipement public. Il y a le quartier Mosson qui va être concerné par une grande opération de réhabilitation urbaine, de rénovation urbaine. Vous dites, c'est très bien sûr, mais il ne faut pas casser ce qui fait la mémoire collective de la Mosson. C'est intéressant, ça. Vous pouvez expliquer? Alors, je dis souvent, on en parle, je montrais mon collègue, mais il est parti là, de la CERM avec qui on travaille notamment sur ces questions-là au niveau de l'ANRU. Je pense qu'il ne viendrait à l'idée de personne, lorsqu'on va réhabiliter un village, de casser sa place du village, de casser sa fontaine, de casser ce qui fait centralité, ce qui fait mémoire. Et quelquefois, on a eu des mauvais réflexes sur des opérations de rénovation urbaine parce que, et j'ai rien contre les architectes ou les urbanismes, on a décidé qu'on allait créer une nouvelle centralité ici, on a décidé qu'on allait créer une voie ici, on a fait fi de tout ce qui fait la mémoire collective, tout simplement des usages des habitants. C'est quoi ce qui fait la mémoire collective, par exemple, très concrètement? C'est des coursives de bas d'immeubles, c'est j'ai vu dans une opération de rénovation urbaine à Toulouse, lorsque je travaillais à Toulouse, on a détruit une zone de boulistes. Il se trouve que cette zone de boulistes, c'était une zone de mixité assez hallucinante entre les vieux immigrés espagnols, portugais et maghrébins, qui en fait, par les après-midi passés là, généraient une espèce de sécurisation du site. C'était les vieux qui étaient là. Et on a cassé ce terrain de boule pour y faire une vingtaine de places de parking pour des commerces qui ont fermé quelque temps après. On n'a pas mesuré qu'en voulant répondre à un besoin de quelques habitants de pouvoir garer le véhicule pour aller à la boulangerie, on allait casser un véritable lieu de régulation sociale et de mixité. Voilà, on peut commettre des erreurs si effectivement on arrive avec des plans, avec des idées architecturales, avec des envies urbanistiques, si on ne prend pas en compte les modes de vie, la mémoire collective de ces lieux-là. Il y a une mémoire collective, comme dans tout village. Comme dans tout petit quartier, il y a une mémoire collective qu'il faut savoir respecter et mettre en lumière. Et c'est vrai que le travail sur l'ANRU à la Mosson nous a permis, grâce à l'interpellation de cabinet, d'aller au contact des habitants, au-delà des réunions publiques. On a beaucoup travaillé sur le mode déambulation. On avait des architectes, des urbanistes qui, en déambulant, rencontraient les habitants au fil des déambulations et leur disaient comment vous verriez ce lieu, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans ce lieu, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, quel service manquerait-il. Et là, on avait carrément des planches de dessin en direct avec les habitants. Donc ça va nourrir toute cette réflexion. Même si quand on travaille sur un projet de rénovation urbaine, il est difficile d'amener les habitants avec nous parce que c'est 20-25 ans. C'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est 20-25 ans. Les impacts positifs, notamment sur la ville de Toulouse, qui a eu un énorme projet de rénovation urbaine sur le quartier du Mirail, l'impact est venu 10-15 ans après. Et c'est vrai que ça a été, dans un premier temps, plutôt toutes les difficultés, le bruit, les travaux, les déviations, etc. Donc il faut vraiment emporter très vite dans ce que cela va devenir et essayer de créer. Et je crois beaucoup aussi aux friches. Voilà, tous ces espaces-temps, on va générer beaucoup de travaux et faire vivre ces friches en attendant. Je prends volontairement deux événements très, très médiatiques que vous connaissez toutes et tous, j'imagine. Bon, on les prend à Montpellier puisqu'on est à Montpellier. Il y a le FIS au mois de mai pour les festivals des sports extrêmes et la Montpellier-Rennes, par exemple. Voilà. Donc, comment faire que le FIS, ça ne soit pas que pour les jeunes, puisque c'est quand même principalement un public de jeunes, on va dire, et que la Montpellier-Rennes, ça ne soit pas que pour les femmes. Vous voyez, dans un truc inclusif, quoi. Sur le plan social, sur le plan inclusif, on change complètement d'approche. L'action sociale était avant celle qui réparait les personnes qui étaient en difficulté par des aides, par des dispositifs, par des accompagnements. Aujourd'hui, on essaye de repartir sur qu'est-ce qui fait la place d'un individu dans la société ou dans la ville, au-delà du simple travail. Les événements sportifs, les événements culturels font partie de cette mémoire collective, de ce qui fait Montpellier aujourd'hui. Il y a des événements qu'à Montpellier. Et il est important que l'ensemble de la population puisse se dire cet événement, je peux y participer. Donc c'est vrai que prendre des personnes en difficulté d'insertion, très 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 éloignées de l'emploi depuis 10 ans, et leur dire il y a une course avec un but caritatif, de sensibilisation, de prévention à la Montpellier-Rennes, venez, on va aller faire cette course ensemble.
Alors c'est vrai que l'intérêt d'aller faire une course lorsqu'on on recherche un emploi depuis 10 ans, il n'y est pas. Mais le fait d'y être, de se sentir au milieu de la foule, de se sentir au milieu d'un événement marquant et de se dire je suis montpelliérain aussi parce que je participe à des événements marquants, c'est primordial. On a eu l'occasion de tester avec le championnat du monde de football féminin. À Montpellier, on a eu un énorme succès sur tout ce qui n'a pas été forcément visible au-delà des matchs au stadium. C'est tous ces tournois qui ont été mis en place dans les quartiers, notamment politiques de la ville, où on a eu une participation très très importante de mamans, de papas, d'enfants et de filles sur la pratique sportive, et qui du coup nous a permis de les amener par la suite, aller voir les matchs. On a eu la chance d'avoir de beaux matchs sur Montpellier, mais elles se sont senties, elles se sont appropriées ce championnat du monde qui n'est pas venu comme quelque chose de posé ici à Montpellier. Non, c'était un événement majeur qui était sur la pratique du sport de haut niveau féminine, et notamment dans le domaine du football. Et connecter aussi toute cette partie en difficulté de la population avec des équipements culturels ou des événements culturels comme le MoCo qui vient d'ouvrir, ou le musée Fabre, ou la Comédie du Livre. Vous faites des actions aussi là-dessus. On essaie avec l'ensemble de nos collègues, notamment de la culture, des sports, de faire en sorte que dès que l'on réfléchit à un projet, on pense automatiquement à l'accessibilité pour tous. Le musée Fabre a réalisé de très très belles expositions ouvertes aux personnes en situation de handicap, notamment malvoyantes. On essaie parce qu'on parle d'inclusion, il ne faut pas penser qu'à la précarité, il y a aussi, encore une fois, le handicap, comment on vit son handicap dans la ville. On travaille beaucoup sur la notion de conception universelle. On essaie de faire en sorte de créer et de faciliter la vie des personnes en situation de handicap, tout en facilitant la vie de l'ensemble des citoyens. Quand vous permettez des voiries où les personnes en fauteuil roulant vont pouvoir circuler facilement, vous travaillez aussi les parents qui ont des poussettes, vous travaillez les personnes âgées qui ont des difficultés à déambuler, vous travaillez aussi sur la facilitation des personnes qui portent leurs courses lorsque vous avez des vraies voiries. Donc on essaie de penser à l'aménagement aussi avec cette notion de conception universelle, qui n'est pas montpelliéraine, là pour autant, c'est une vieille... Mais on l'utilise lorsque vous travaillez sur des espaces verts qui vont permettre, grâce aux senteurs, de guider des personnes malvoyantes. Vous travaillez aussi tout simplement à permettre à des gens de se balader, de sentir des belles odeurs d'essence. Voilà, c'est aussi cette idée d'aller constamment rechercher le plus grand nombre. Aider certains, mais en recherchant le plus grand nombre. Monsieur Frébault ? Oui, je voudrais rapidement témoigner de l'observation que je fais d'une évolution du monde professionnel sur ces questions. En écoutant mon voisin, je vois très clairement que le monde de l'action sociale a un rapport évident avec le monde de l'urbanisme et de l'aménagement, et ça n'a pas toujours été perçu comme tel. C'est deux mondes un peu étanches. On est dans une société qui culturellement est souvent segmentée dans les approches. Moi, je vois dans les jeunes professionnels, notamment de l'urbanisme, des évolutions, un côté militant et engagé, et pour autant parfaitement capable de maîtriser les outils de l'aménagement, de la fabrication de la ville. Je pense qu'il y a des choses tout à fait intéressantes à faire, accompagner. Je voulais vous citer un exemple. Alors, je vais sortir de Montpellier. Dans les quartiers ou les villes populaires, disons, il y a parfois des projets très forts qui tirent vers le haut. Je cite un exemple, c'est dans le Val-de-Marne, la ville juive, il y a un centre anticancéreux qui s'appelle Gustave Roussy, et il y a un projet de cluster très ambitieux qui a été développé par un aménageur. Et le problème, c'est qu'il risquait de créer un écart grandissant entre la cible à laquelle il s'adresse et le profil de population qu'il y a tout autour. Et du coup, l'aménageur, en lien avec beaucoup de réseaux associatifs, etc., s'est demandé, puisqu'il était question de créer des équipements, comment ces équipements peuvent servir aux populations qui n'ont pas accès habituellement à ces lieux. Et je crois qu'il y a des démarches très intéressantes à développer dans ce sens. Alors, comment aller à l'écoute de ces personnes en situation de précarité ? Comment s'auto-saisir de ces questions, même
s'il n'y a pas de commande politique, parce qu'elle est parfois frileuse ou absente. Hein. Bon, voilà des pistes qu'il faut avancer. Je voulais aussi faire écho à ce que disait Monsieur Villaret. Là, il faut des commerces de proximité, il faut des activités, parce qu'il y a de plus en plus de dissociation entre l'habitat et les activités. Hein. L'habitat s'étale, les activités se concentrent. Hein. Bon. Et moi, je voudrais faire aussi un plaidoyer pour l'économie sociale et solidaire qui peut s'adresser à ces personnes précaires. Hein. Ça peut être monter une crèche, ça peut être faire des formations. Là, on a des exemples dans le bouquin à Montreuil, des formations gratuites pour apprendre des métiers informatiques. Hein. Bon, pour ça, il y a des collectifs qui se créent, mais il leur faut des lieux bien situés, qui peuvent être payants mais pas trop chers en termes de loyer. Donc ça fait partie. Il y a des bailleurs sociaux qui font des choses dans ce domaine. Il y a des aménageurs, il y a même parfois des acteurs privés. Hein, bon. Et donc je crois qu'il y a tout un panel de pistes à explorer dans la fabrication de la ville qui me paraissent essentielles de développer. Et Monsieur Bellandouze aussi un concept tout bête, entre guillemets, les enfants ambassadeurs. Utiliser, entre guillemets, les enfants pour faire tomber certaines barrières qui sont parfois purement psychologiques, quoi. C'est vrai que on se rend compte de la puissance des enfants à l'égard de leurs parents, notamment en matière d'action sociale, mais dans sa globalité. Depuis 2 ans, par exemple, on a facilité la pratique artistique d'enfants de 5 quartiers politiques de la ville de Montpellier. Ils pratiquent depuis 2 ans un instrument en lien avec le conservatoire, mais là c'est le conservatoire qui est venu dans ces quartiers-là. Ce qui nous a intéressé, nous, dans l'approche, on a mobilisé 3 travailleurs sociaux qui travaillent avec 3 enseignants artistiques. Ce qui nous a intéressé dans l'approche, c'est sous couvert de permettre à un enfant de pouvoir pratiquer la musique, c'est de pouvoir mesurer l'impact sur l'environnement familial, la fierté des parents, l'envie des parents de découvrir aussi cet environnement musical qui n'était pas forcément connu, les différentes visites réalisées au sein de l'opéra, lieu qui est un lieu, entre guillemets, malgré les politiques de tarification, malgré les nombreux projets que l'on mène avec nos collègues de l'opéra, ça reste un lieu mythique, c'est un lieu qui, malheureusement, physiquement, peut créer une barrière que se créent les gens aussi. Et c'est vrai qu'on a mesuré que par les enfants, on a eu un impact, une attractivité des parents qui ne seraient jamais venus, malgré un projet, malgré une envie, à l'opéra. On a eu une salle complètement pleine, on a eu un concert, on a eu cette chance-là. Bon, je vous avouerai que Lilian Thuram nous a bien facilité le travail parce que c'est le parrain national aussi et qu'on a pu avoir beaucoup de papas, en l'occurrence, ce soir-là. Mais cette dynamique-là a été utilisée, et je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est à Lyon, avec une association, il me semble les Robins des villes, et j'ai trouvé le principe très intéressant. Ils avaient du mal, malgré les réunions publiques, malgré les ateliers, à solliciter l'avis des habitants du quartier par rapport à cette rénovation urbaine. Donc ils se sont dit, on va passer par l'école, par les enfants, on va leur expliquer ce que c'est que la rénovation urbaine, on va faire des maquettes, on va essayer de travailler ensemble pour que ce soit les enfants qui expliquent à leurs parents ce qui allait se passer en matière de rénovation urbaine. Et petit à petit, les parents sont clairement venus. Alors au début, parce que les enfants ne leur ont pas laissé le choix. Et finalement, par ce côté ambassadeur, traducteur, médiateur, les enfants ont réussi à faire passer des messages que, institutionnellement, nous n'arrivons pas à faire passer. Tout simplement. Et je pense qu'il faut continuer à utiliser ces enfants qui sont cette génération du numérique, qui sont beaucoup plus curieux, qui maîtrisent beaucoup plus ces outils-là, qui permettent réellement d'être des vecteurs de transmission d'informations et en tout cas aussi des traducteurs à leur manière de choses qui peuvent paraître compliquées. Une rénovation urbaine, l'ANRU, même nous spécialistes, même nous techniciens, c'est quand même des dossiers lourds et techniquement très complexes. Laurent Villaret, on a pas mal parlé d'action sociale sur l'acte plus constructif de promotion immobilière. Quelles seraient vos clés, vos perspectives, vos solutions, vos messages pour, je sais pas moi, faire des logements peut-être un peu moins chers, un peu plus abordables, un peu plus grands. On est en période préélectorale, là c'est le moment d'envoyer des signaux. Tu veux que j'envoie des scuds?
Des signaux. Après, il y a la question bateau, c'est quand on est dans une économie de marché, il y a une notion de volume de construction qui fait que à maintenir, puisqu'on est dans une période où le prix du logement est monté de 400 € sur les 6 derniers mois du mètre carré sur la ville, mais c'est absolument pas un phénomène montpelliérain, c'est un phénomène national. 40% dans les métropoles principalement, enfin essentiellement dans les métropoles, bien sûr. 40% de mise en vente en moins, donc je peux pas. Alors, on dit souvent que le marché était un peu trop parce que très tourné vers les investisseurs, mais en attendant, il faut pas renier un marché quand il existe. Il répond à une demande. Cette demande, il faut continuer à la satisfaire. Ce que je pense qui peut être un vrai lien dans la fabrique de la ville, c'est l'environnement. Aujourd'hui, la profession a compris que, c'est des études, 83% des actifs qui veulent acheter ou des actifs salariés qui viennent s'installer ou habitants qui achètent un logement considèrent le rapport à l'environnement comme un facteur d'attractivité. Donc, si on veut faire baisser le prix du logement, je pense qu'il faut un peu plus densifier les villes en hauteur. C'est un peu un acte écologique. On libère des sols, on crée des communs de nature au sol et aux étages. Je pense que on est très lié, nous, notre profession, à des labels environnementaux que je ne renie pas particulièrement, mais on n'a pas de label citoyen pour l'environnement. Quand on vient construire sur un lieu qui existe déjà ou qu'on vient construire un nouveau quartier, finalement, nos clients finaux, parce que on n'est pas aménageur, mais on a quand même le client final au bout des doigts, il ne ressent pas du tout les efforts qu'on pratique en termes d'environnement. On n'a jamais construit de façon aussi isolée. Les promoteurs savent faire des résidences à énergie positive. Tout ça, on sait le faire. Et la réglementation environnementale 2020 impose qu'un bâtiment construit, c'est un précepte en tout cas de base, qu'un bâtiment construit ne consomme pas plus que ce qu'il produit. En fait, à minima, le solde énergétique doit être égal à 0. Donc, on peut pas consommer. Donc, je pense que la profession se l'a adoptée. Après, je trouve que ces labels environnementaux parlent pas beaucoup aux citoyens. Qu'on choisisse, nous, dans nos constructions, du HQE ou du label EFI Énergie, ça parle pas du tout. Je pense qu'il faudrait créer des labels citoyens et engager dans les constructions un rapport avec l'environnement autour. Je donne un exemple très simple. J'ai visité une ZAC avec le groupe Eiffage il n'y a pas longtemps à Châtenay-Malabry. Ils ont racheté l'école centrale de Paris. Donc un immense tènement foncier. Ils ont concerté la population autour sur le devenir. C'est une idée en concertation qu'ils ont eue. Ils font un quartier donc, où ils avaient une masse de béton déjà construite très importante. Ils ont concerté autour du quartier qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de ces locaux existants. Ils les ont démolis, ils ont concassé le béton et ils ont injecté ce volume concassé de béton après des études qui ont duré très longtemps dans la nouvelle construction. Donc à peu près aujourd'hui dans ce futur quartier de Châtenay, vous aurez 20 à 30% du béton des nouveaux immeubles qui sera du béton recyclé. Donc ça a parlé au quartier, ça a fait économiser 6000 rotations de camions pour évacuer le béton. Des entreprises, des associations locales de quartier sont venues recycler tous les mobiliers qu'il y avait dans l'école centrale. Et bon, quand vous voyez la taille du tènement foncier, vous pouvez vous imaginer que c'est milliers de bureaux. Certains sont partis dans des locaux associatifs qui en avaient besoin, etc. Comment faciliter la compréhension, l'acceptation aussi de l'acte de bâtir, c'était ta question. Je pense que par ce genre de démarche, ça peut marcher, parce que le rapport qu'on a avec le citoyen au niveau aujourd'hui de l'acte de bâtir est quand même très compliqué, quoi. On a du mal à se faire comprendre. Sur une plus forte verticalité, une densité plus importante des constructions. Je m'adresse à l'urbaniste aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne piste en termes de ville inclusive et pour faire baisser peut-être un peu les prix des logements, puisque c'est le foncier le foncier pèse 20%, non, je crois, dans le prix, le bilan de vos opérations environ. Entre 18 et 20%, et en tout cas c'est une part croissante, c'est ça. Donc c'est pour ça que peut-être en faisant plus haut, ça perd.
Vous voulez me faire agir sur la densification. Moi, personnellement, je suis tout à fait favorable. Ça va dans le sens du développement durable, hein, pour des tas de raisons, éviter l'étalement urbain. Cela dit, la densification n'est pas toujours simple à faire accepter par nos concitoyens. Et parfois, ils n'ont pas tort de critiquer la façon dont elle se fait. La densification, ça peut être plutôt la ville minérale, alors que on a besoin de végétaliser massivement les villes avec le réchauffement climatique. On a besoin d'îlots de fraîcheur. La densification suppose aussi qu'il y ait des respirations dans l'architecture, dans la forme urbaine, qu'elle laisse ouvertes des vues dégagées. Donc moi, je plaide plutôt pour une densification douce. Et je suis un petit peu inquiet parce que les métropoles, c'est le cas de Montpellier, vous l'avez dit, c'est le cas aussi de Lyon. Il y a quand même 15 000 habitants nouveaux dans la métropole chaque année. Hein, bon. Et il y a des prévisions ambitieuses, mais aussi assez alertantes. Hein. Ce côté fuite en avant des métropoles dans la croissance, au détriment d'autres territoires qui sont plutôt en baisse démographique, hein, bon, et avec les effets secondaires, les effets de fracture que ça peut avoir. Est-ce qu'elle va s'arrêter un jour? C'est pas évident, quoi. Donc je pense qu'on devrait avoir un débat, hein, pour les décennies qui viennent. Est-ce qu'on peut réguler cette croissance, cette dynamique là qui répond à toutes les logiques de la mondialisation finalement des métropoles, hein, bon, et Montpellier est presque un exemple précurseur, hein, avec toutes les politiques menées par son ancien maire, hein, bon. Moi, c'est une grande question que je me pose et je crains que la question de la densification soit, si elle est mal conçue qualitativement, un peu piégeante. Duel de réaction. Je ne suis pas que pour densifier en hauteur les villes. Je pense que c'est une solution dans les métropoles. Je partage pas forcément le point de vue de vouloir construire, de penser l'urbanisme que par des mégalopoles qui concentrent tous les emplois et les services. D'autant plus que dans les 10-15 ans qui viennent, il va y avoir de nouveaux métiers, de nouvelles façons de travailler qui font qu'il y a énormément de salariés qui vont travailler de chez eux, donc qui peuvent très bien habiter à 100 km de leur lieu officiel de travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à faire ça. Donc penser l'urbanisme qu'en concentrant, je ne suis pas certain. Voilà. L'effet néfaste actuel, c'est que quand on concentre et qu'on n'étale plus, ou qu'on ne pense pas à un urbanisme dans les autres territoires plus ruraux, en tout cas, ben ça fait augmenter les prix. Donc si on augmente les prix, eh bien, les citoyens vont se loger plus loin, prennent leur voiture le matin, consomment du diesel. Donc finalement, la vraie question, c'est est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue, quoi? Ouais, M. Belando. En trois points. Je pense que sur la densification, il faut faire attention. Effectivement, il faut bien l'accompagner parce que si on prend l'exemple des grandes métropoles, notamment aux États-Unis, la ségrégation, elle s'est faite par les étages après. Hein. Il y a ceux qui ont l'air libre et qui ont la vue libre et qui ont l'air propre, etc. Et il y a ceux qui sont tout en bas et qui vivent. Donc là, il y a une ségrégation verticale qui s'est créée. Le deuxième élément, je rejoindrai ce qui vient d'être dit, c'est l'étalement. Pourquoi pas? Mais attention, c'est les usages. En tant qu'institutionnel, lorsque on crée des îlots résidentiels du pavillonnaire à 30, 40, 50 km, on peut y vivre avec les nouveaux usages, travailler loin, mais derrière, on nous demande de la mobilité, on nous demande des écoles, on nous demande des crèches, on nous demande, et à la fois on nous dit on veut payer moins d'impôts. Donc il y a aussi, attention, à ce qu'impacte l'étalement urbain aussi en offre de services. Lorsqu'une entreprise s'installe quelque part, la première demande de cette entreprise concerne les modes de garde pour ses cadres, notamment, les modes de garde, et les activités culturelles. Donc là aussi, il faut qu'on fasse attention, si on veut attirer un certain nombre de développements économiques, à faire en sorte que il faut trouver le bon équilibre entre ce qui va être la densification et ce qui va être les possibilités d'étalement urbain, mais avec une mesure des besoins qui vont être nécessaires d'accompagnement et de création de services publics. Le deuxième élément, je pense qu'il faut vraiment penser aussi la ville à travers les nouveaux usages. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un groupe de 12 personnes âgées qui sont venues me voir en me disant « Écoutez, nous on a 70 ans, vos EHPAD c'est pour les vieux, c'est pas pour nous. Ce qu'on veut, c'est certains, nous avons les moyens, d'autres n'ont pas les moyens, on veut trouver un lieu que nous achèterions, où il y aurait des propriétaires et des locataires. Par contre,
ils ont 70 ans. Hein. Ils m'ont dit, on ne veut pas vivre entre vieux, hein. On veut des jeunes avec nous, parce qu'on a du temps libre et qu'on est en capacité de pouvoir accompagner les enfants à l'école, on est en capacité de pouvoir faire des sorties, on est en capacité de pouvoir faire de l'aide aux devoirs. Mais on veut aussi avoir notre tranquillité. On veut des espaces collectifs, on veut avoir une cuisine collective, on veut... Donc il y a aussi une nouvelle façon d'appréhender la notion du logement, et je parle plus d'habitation. C'est comment on habite ces logements. J'avais évoqué avec vous aussi cette difficulté aujourd'hui. Sociologiquement, nous avons beaucoup de couples qui divorcent. Nous avons certes des familles recomposées, mais nous avons aussi des familles qui aujourd'hui doivent accueillir leurs enfants une semaine sur deux. On a beaucoup de parents qui peinent à trouver un logement parce qu'ils n'ont les enfants qu'une semaine sur deux et qu'on ne peut pas leur attribuer un 3 chambres ou un 4 chambres. C'est aussi une évolution de la composition, sociologique des foyers, en logement social. En logement social, ouais. Et du coup, pourquoi ce ne seraient pas les enfants qui ne resteraient pas dans le même lieu d'habitation et les parents qui changeraient? Pourquoi pas dans ce sens-là? J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, effectivement, des parents qui m'ont expliqué, au vu de la difficulté, ils ont créé une espèce de système pas d'enfants, de garde alternée, mais d'appartements alternés. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de T2 qui servait aux parents quand il était seul, quand il travaillait, etc. Et en fait, les enfants ne bougent pas. C'est les parents qui bougent. Voilà. Bon, c'est transitoire, ça, comme solution. Ça peut être transitoire. Ouais. Après, c'est lié aussi à la gestion de la séparation. Mais je veux dire, on a une évolution de ce qui représentait le lien social aujourd'hui. Il y a une évolution, les parcours de vie ne sont pas aussi linéaires qu'avant, et cette évolution, la ville doit s'adapter. C'est pas l'habitant à s'adapter à la ville, c'est la ville qui doit s'adapter à travers ces nouveaux usages, à faciliter justement la vie de nos concitoyens. Et vous parliez des personnes âgées et l'enjeu évidemment très important que ça va représenter dans les prochaines décennies, vu l'évolution des courbes démographiques. Je crois que vous êtes allé voir un quartier dédié aux personnes âgées en Suède. Généralement, oui. Quand on voyage, c'est pour voir des bonnes pratiques. Là, en fait, vous avez vu exactement ce qu'il ne fallait pas faire, non? Alors, j'ai été étonné, voilà, parce que la Suède est souvent prise en exemple pour les démarches participative. Et c'est vrai qu'il y avait toute une réhabilitation d'un quartier avec une forte proportion de population de plus de 65 ans. Et j'avais été très étonné d'un ensemble de services qui avaient été mis à disposition de ces personnes âgées, services au demeurant très intéressants, vélo électrique, voitures partagées électriques, etc., mais qui ont fait pchit parce que ça ne correspondait absolument pas à la demande des personnes âgées. Des tricycles électriques, pourquoi pas, mais des vélos, non. Mais c'est vrai que j'ai été étonné de ne pas avoir fait une analyse des besoins des usagers et de partir du concept, on a une vision nationale, on applique aujourd'hui dans les écoquartiers des déplacements numériques, etc. Ils avaient fait le choix, par exemple, de ne pas mettre de commerce de proximité et de mettre un local qui permettait aux personnes de tout commander sur Internet. Et ce local-là, grâce à un code, chacun avait son casier, pouvait recevoir son colis. Si ça ne correspondait pas, le redéposer. En fait, il y avait vraiment des circulations, il y avait plus ces centralités. Ils ont juste oublié que les personnes âgées ne faisaient absolument pas confiance au numérique, ne voulaient absolument pas payer en Suède, payer par carte bleue, et qu'ils préféraient le contact avec le commerçant. Donc ça a fait pchit aussi. Sauf que là, la puissance publique a fait porter ces expériences par du privé, ben la boîte a coulé, tout simplement. Voilà, il y avait pas c'était pas un impact très significatif pour eux. Peut-être que le patron de la start-up pensait autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que analysons constamment les usages, les maîtrises d'usage et les besoins pour redéfinir l'espace public et ne tombons pas dans le piège, je définis l'espace public et ensuite la population s'adaptera à l'utilisation et à l'appropriation de ces espaces. C'est vrai qu'on a effleuré le sujet. Après, je vous laisserai la parole, hein, vous inquiétez pas. C'était ma dernière question, parce il est déjà presque moins le quart. On a effleuré la question du sport, qui est quand même un vecteur assez fabuleux de lien social, sans distinction d'origine, de taille, de poids, enfin on s'en fout quoi. Laurent Villaret, vous parliez d'un petit terrain de basket qui a été aménagé au pied des arceaux, et où finalement il y a des matchs qui commencent à 9h du matin, qui se finissent à 21h, et c'est pas les mêmes équipes et on compte pas les points, mais c'est pas grave. C'est assez répandu ça. Où ça mériterait un effort supplémentaire, peut-être des petits aménagements de sport pour tous? Moi, je pense qu'il faudra en faire plus, pas forcément des grands équipements sportifs, mais chaque fois qu'il y a un petit terrain qui est... Alors oui, l'exemple que vous citez, c'est un petit terrain de basket qui est au pied
du Pérou, parce qu'il y a absolument rien dans le quartier. Et chaque fois que je passe devant, il y a toujours un match, quoi. Il y a toujours un match. Et chaque fois, c'est jamais les mêmes personnes. Alors, on voit qu'il y a des jeunes, des fois c'est des gens un peu plus âgés, et c'est énormément utilisé. Alors, il y avait aussi un essai à côté de jardin potager participatif. Bon, ça l'a pas trop fait, parce que là, il faut savoir le gérer, donc c'est plus compliqué. Mais oui, dans la ville du sport, je pense qu'il faut faire beaucoup plus d'équipements sportifs interquartiers, quoi. Je trouve qu'il n'y en a pas toujours assez, ou ils sont parfois réservés à des clubs de sport, ils ne sont pas toujours ouverts au public tout le temps. Voilà, bon, c'est une simple remarque de citoyen, ça. Ben oui, mais Monsieur Frébeau là-dessus? Non, pas de. Le Lyonnais n'a pas de commentaires sur le sport ou sur. Moi, écoutez, je peux vous dire, là, il se trouve que je suis au Conseil citoyen de la Duchère. L'association Duchère, qui est un petit peu connue au niveau national, fait un travail d'insertion avec les jeunes absolument incroyable. Bon. Et je partage tout à fait cette idée que le sport joue un rôle inclusif. Mais il n'y a pas que le sport, il y a les loisirs, il y a les lieux culturels. Bon, je pense qu'il faut vraiment, dans la ville, penser à démultiplier tous ces lieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Un autre exemple, ce qui vient d'être dit primordial, c'est pas que le sport ou la culture. Toute dimension d'intervention, notamment en matière de politique publique, doit être utilisée pour faciliter ce vivre ensemble. Le zoo a accueilli il n'y a pas très longtemps des jeunes SDF qui sont pris en charge par une association, le CARUD ici à Montpellier, pour refaire quelques petits travaux, de l'entretien, etc. On est en train de sortir des jeunes de la rue à travers le zoo, tout simplement. Donc je pense que tout outil, tout équipement en tout cas, doit avoir une utilité au-delà de l'offre de services qu'il propose, une utilité sociale de vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment primordial. Sur le quartier des Hauts-de-Massanes, on a un centre commercial qui doit être démoli dans quelques années pour permettre la construction de logements. Durant cette phase-là, on vient, avec une association, de créer un tiers-lieu d'activité culturelle, Unisson, qui va nous permettre aussi d'engager des jeunes de 16 à 25 ans dans des chantiers d'insertion. Voilà, il faut vraiment utiliser l'ensemble des ressources, le foncier, le bâti, les friches, pour pouvoir créer les conditions du vivre ensemble. Ok, merci messieurs, on peut les applaudir pour ces échanges très riches. Vincent, une question ou... Tu veux ouvrir le bal? Je sens que vous avez bien une question quand même. Ça marche. Oui, moi j'avais une question sur... je trouve ça très bien ce que vous dites sur un peu laisser cette appropriation de l'espace libre dans la ville. Je suis architecte, mais malheureusement je trouve qu'il y aurait encore des efforts peut-être à faire du côté des promoteurs privés, je dis pas tous, qu'il y a des choses qui se font, mais et qui évidemment c'est pas que de leur faute parce qu'il y a cette pression du foncier, de la rentabilité de ce qu'ils appellent un produit immobilier, mais qui, comme vous l'avez dit d'entrée, est un logement, c'est un bien de première nécessité. Et quelle place on peut aussi libérer dans un immeuble pour le vivre ensemble? Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et quels seraient pour vous des coûts qui peuvent rentrer dans vos enveloppes et qui permettraient de générer cet espace-là dans le logement? Dans le logement ou dans les communs? Dans les communs. Alors, il y a beaucoup c'est vrai, je vous rejoins que jusqu'à il y a 5 années, il y avait la notion d'usage dans les bâtiments et d'espaces partagés n'était pas très présente. Je reconnais que c'était pas... Vous savez, nous, on suit les tendances aussi. Hein. On est des entreprises privées, donc on suit aussi la demande du marché. Et effectivement, il n'y a quasiment plus aucun bâtiment aujourd'hui où on ne se pose pas cette question. Effectivement, quand vous faites... Après, il y a une notion d'échelle. Quand vous faites un bâtiment de 150 logements, vous avez beaucoup plus la possibilité dans votre équilibre économique, parce que l'équilibre économique, c'est aussi le prix de sortie du logement, de vous poser la question comment je vais utiliser les toits, comment je vais créer des communs d'espace dans le bâtiment. Alors, il y a plein de choses qui naissent.
mais qui sont parfois liés d'ailleurs. Vous avez le co-living qui est sorti, vous avez, ça répond aux usages, mais ça répond aussi au pouvoir d'achat. Ce sont des plateaux qui sont réalisés sur chaque étage, où vous avez des appartements où les pièces principales sont partagées. Donc ça permet d'acheter une surface moins importante, mais avoir sa cuisine en partage, par exemple, ou un salon. Ça, c'est un exemple dans les logements. Après, on parle beaucoup de végétalisation en façade et d'espaces communs paysagers. Alors, moi, je suis un de ceux qui adore ça. Simplement, je pose toujours la question des charges et je pose toujours la question de la pérennité. En France, il est interdit de recycler les eaux grises pour arroser les plantes dans un immeuble, ce qui est le cas en Italie, par exemple. Je trouve ça vraiment dommage. Beaucoup d'obstacles réglementaires à ça. Et parce que moi, j'aime beaucoup la thématique du végétal. Je trouve que c'est très bien. Après, il faut aussi prendre en compte l'aspect climatique. On va pas faire comme au Danemark ou à Paris des immeubles hyper végétalisés, parce que quand vous êtes en front de mer ou quand vous êtes à Montpellier, que vous avez le 26 juin, il faisait 45 degrés. Si vous n'avez pas un système bien évolué, c'est pas pérenne, quoi. Et les espaces communs, ils ont besoin d'être végétalisés. C'est le jardin qu'on n'a pas, etc., etc. Après, j'aimerais qu'on en fasse un peu plus, mais par exemple, vous prenez la ZAC République à Montpellier, la ZAC République développée par la SERM, vous avez quasiment l'intégralité des toits qui sont sous usage partagé. Vous avez... Qu'est-ce que j'ai comme exemple encore ? Je reprends le quartier Eureka dont je parlais tout à l'heure, où il y avait le lien intergénérationnel entre les personnes qui ont des appartements adaptés à leur mobilité, on va dire, réduite, et des jeunes, des startups. Vous avez dans cet îlot dont je parlais tout à l'heure à peu près 200 mètres carrés de commun qui sont des espaces éphémères ou qui servent aux activités associatives, ou qui servent de lieu de dépôt de colis, ou qui servent de lieu de mobilité, parce qu'on a connecté ce projet avec une start-up montpelliéraine qui s'appelle Facilego, qui fait du covoiturage entre les personnes seniors et les jeunes. Donc voilà, ça se développe de plus en plus. Après, c'est un rapport d'échelle. Quand vous faites 20 logements, vous êtes architecte, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est plus difficile à équilibrer dans un projet que quand vous en faites une centaine, où là, on le fait quasiment systématiquement maintenant. Mais ça va se développer de plus en plus, je pense. Et je pense qu'il y a même des modèles économiques de gestion d'espaces partagés à l'échelle de quartiers qui vont naître petit à petit. Je pense d'ailleurs que le modèle du syndic de copropriété va vachement évoluer, voire presque peut-être disparaître tel qu'il est aujourd'hui. Une autre question ? Oui. Oui, bonjour. Il se trouve que je fais partie d'un collectif d'habitants et on va construire un bâtiment en habitat participatif sur la ZAC de l'EAI. Et on a très humblement une partie des réponses aux questions que vous vous posiez, mais néanmoins il reste des difficultés pour les citoyens que nous sommes, et on aurait aimé que la promotion soit pas seulement justement suivre des tendances, mais les anticiper aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire, par exemple, l'OFS est une réponse à la cherté le coût de l'immobilier, et dissocier la question du foncier de la construction fait partie de la réponse. La question de la gestion de des espaces mutualisés, on a aussi de façon humble des petites réponses à ça. Donc comment ça se fait qu'on n'arrive pas alors il y a la question du politique, et on est bien d'accord, du volontarisme politique sur ce genre d'acceptation des différences, mais on a un peu de mal, même si on est très heureux d'avoir un terrain sur le AI, on a 10 groupes de copains qui aimeraient trouver du foncier sur la métropole. Bon courage. Les OFS existent déjà, c'est à peu près opérationnel dans plus de la moitié des métropoles en France. C'est pas encore fait ici. Bon, ça, à mon avis, ça va pas tarder. Donc, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais effectivement, c'est une solution. Moi, je pense que c'est un palliatif. Je
pense que c'est une solutionnette en tout cas. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du logement. Est-ce qu'on veut une France de locataires, une France de propriétaires? Pour moi, le vrai débat, c'est comment on taxe le logement, comment on définit une aide fiscale quand on achète un logement neuf. Moi, c'est ça. Les vraies questions, c'est ça. Si vous dites il faut voir comment c'est fait aujourd'hui. Depuis 40 ans, je ne sais pas quelle est la première loi de défiscalisation qui est sortie. Si vous dites à une entreprise, votre client final ne sera aidé que s'il achète pour investir, forcément, vous seriez à notre place avec 30 salariés à embaucher, à faire progresser, à qui donner du travail. Vous vous direz, bon, il faut quand même que je satisfasse la demande qui est prête à répondre au marché tel qu'il est fait aujourd'hui. C'est pour ça que je suis le premier à vous dire, en promoteur privé, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'incitation pour l'achat en résidence principale. Et forcément, si nous avions encore plus de clients en résidence principale, cette notion d'espace partagé, elle serait poussée beaucoup plus loin, parce qu'un investisseur va moins s'intéresser à l'espace partagé. Voilà. Après, on peut en parler ensemble. Je peux vous citer 40 exemples d'opérations exceptionnelles qui vont sortir. Je vous cite une opération à Nantes qui s'appelle Climax, où vous avez 2 bâtiments avec une immense serre qui est bon, il pleut à Nantes, entre 2 bâtiments qui fait office de serre nourricière, mais aussi serre d'espace partagé. Je pense que je me suis mal exprimé, on ne suit pas la tendance. Je pense qu'elle est très présente chez les urbanistes déjà, parce qu'ils y pensent beaucoup. Ils sont sur la révolution des usages eux aussi, mais avant nous même. Mais je vous assure, il y a énormément de projets qui vont sortir où la place de l'espace partagé est forte. Là où c'est plus dur, c'est en secteur dit diffus, c'est quand on est dans la reconstruire la ville sur la ville, où là, les équilibres économiques ne sont pas les mêmes, parce qu'on doit participer à l'aménagement public qui est en dehors du bâtiment où on construit. Il faut souvent refaire des trottoirs, il faut souvent recalibrer les réseaux. Donc ça, c'est des dépenses qui sont extrinsèques à nos bilans économiques. C'est bien normal, je vous donne un exemple, si vous faites une résidence avenue de la Pompignane qui n'a pas été refaite à l'endroit où vous êtes, vous posez un immeuble de 200 logements, c'est bien normal que quand vous faites une intervention, la collectivité vous dise il faut recalibrer les réseaux. Soit la collectivité a les moyens financiers, soit elle ne les a pas. Si elle ne les a pas suffisamment, elle vous demande de participer. Donc il y a aussi ça qu'il faut que vous imaginiez. Reconstruire la ville sur la ville, on a encore des progrès à faire sur les espaces partagés, mais il faut aussi penser que les équilibres économiques ne sont pas toujours évidents à faire, à équilibrer. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Je suis responsable à l'école d'architecture d'un master qui s'appelle Architecture, Territoire et Santé. Parce qu'en fait, je suis issue de la santé, du domaine de la santé. Et à l'heure actuelle, nous travaillons ensemble avec des architectes et en particulier sur les environnements de vie. Et j'étais un petit peu surprise parce qu'à travers toutes vos interventions, j'ai jamais entendu parler de qualité de vie, de bien-être, de santé dans ce sens-là. Et de quelle façon l'habitant usager citoyen, c'est-à-dire celui qu'on appelle le HUC, peut être pris en considération, de quelle façon, de façon inclusive, il peut participer, vous y avez fait un petit peu allusion, mais pas de façon aussi prégnante qu'on aimerait que ce soit, de quelle façon l'usager peut être intégré au projet, de quelles bonnes idées il peut apporter, et de quelle façon ses modes de vie et son cadre de vie peuvent devenir soit pathogènes, soit au contraire peuvent permettre de guérir, parce que la ville peut aussi guérir. Et il me semble que cette dimension dans la ville sensible et dans la ville inclusive, elle devrait être prise de plus en plus en considération. Alors je ne sais pas si vous avez des réponses, en tout cas nous, ça fait 2 ans que l'on y travaille, à trouver des réponses, et peut-être aurons-nous le plaisir de travailler ensemble. Alors, c'est pas forcément une réponse, mais si vous êtes de l'école d'archi, et notamment ce master, vous allez bosser avec nous, avec vos étudiants, sur la refonte d'un certain nombre d'EHPAD, mais pas en tant qu'EHPAD, mais en tant que lieu de vie et de santé. Donc, on va, je pense, pouvoir se régaler là très prochainement. Mais vous avez entièrement raison, on est passé assez vite, mais l'exemple qui a été pris tout à l'heure par mon collègue sur la ZAC République, c'était ça aussi. On a associé toutes les associations représentant les différents handicaps, notamment,
mais aussi il y a eu beaucoup de rencontres avec les archis, avec les urbanistes, pour définir cette nouvelle axe, ce nouveau quartier qui va sortir. Et je vous prenais l'exemple de ces senteurs et de ces essences qui vont permettre aux personnes déficientes de mieux se repérer dans l'espace. Mais j'ai pas évoqué effectivement les circulations douces pour les fauteuils en roulant. C'est pas parce qu'on fait une pente dans les normes qu'on facilite tout ça. Donc ces questions-là en rapport avec la santé, sur l'adaptation des logements, notamment aujourd'hui notre défi est d'accompagner les personnes pour qu'elles restent le plus longtemps chez elles. Pas pour des économies, même si un coût en EHPAD coûte très très cher. Mais c'est parce que c'est violent la fin de la domiciliation. Quand la personne doit quitter son cercle de voisins, ses amis, ses habitudes pour aller dans un site où elle a un accompagnement pour l'autonomie, aujourd'hui on travaille aussi sur ces appartements qui vont faciliter le plus longtemps possible la vie de la personne dans ce qui fait ses repères. Donc, et je vous rejoins, on doit sur tout projet associer automatiquement les usagers, ceux qui vont être concernés, mais aussi l'ensemble des habitants. L'ensemble des habitants. Je vous ai évoqué ce tiers-lieu. Ce tiers-lieu, ce sont les usagers et les habitants environnants qui vont participer avec nous, et c'est les étudiants de votre école qui vont élaborer un certain nombre de lab living pour être vraiment sur du co-design. Quels sont leurs besoins ? Ah, mais je suis d'accord avec vous sur la notion de bien-être. Hein. On est d'accord. C'est vraiment autre chose. Comme vous avez parlé aussi de sport, nous, en santé publique, en santé environnement, on parle d'activité physique. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire des sportifs, on cherche à faire que des habitants, des citoyens, que tout un chacun pratique une activité physique. Vous avez à Montpellier... Vous avez à Montpellier un très très vieux partenariat sur ces questions-là avec l'UFR STAPS. On a créé un DU de sport adapté et on réalise des randonnées pour faciliter, parce qu'on a beaucoup traité la question des os et du squelette, le col du fémur qui se casse, etc. On en a oublié la musculature, effectivement. Et il y a énormément de randonnées qui se passent, énormément de voyages touristiques sous base de randonnées. Mais là, très sincèrement, c'est avec plaisir qu'on pourra continuer la discussion. Mais il y a tellement de choses qui sont faites. Par contre, je vous rejoins entièrement sur ces notions de bien-être, de savoir-vivre, de savoir-être ensemble, etc. Mais alors complètement. Merci beaucoup tout le monde. Merci à vous trois. Les questions qui ont été abordées sur cette table ronde donnent une bonne introduction pour celle qui va suivre sur la question de la ville sensible. Comment on peut partir du ressenti des habitants, des citoyens, des usagers pour construire cette ville à venir. Et on va en débattre ici même avec Julie du collectif Bellastock, Miguel du collectif Coloco, Christophe Goutte du collectif Martine André et Afid de Commun Possible. C'est quoi, on se donne 3 minutes le temps de boire un verre ou ouais, d'accord. 3 minutes, hein. C'est après, je vais faire la modération, il y aura personne, je serai triste et tout ça, hein. Donc vous revenez.